intelligence artificielle et si on avait vraiment de quoi s'inquiéter. Alors, lui, c'est Geoffrey Hinton. Vous avez peut-être vu récemment dans les news parce qu'il vient de recevoir le prix Nobel de physique pour ses travaux sur les réseaux de neurones profonds. Et il avait déjà reçu le prix Turing, qui est l'équivalent du prix Nobel, mais en informatique, sur le même sujet. Donc la semaine dernière, il a donné son discours lors de la remise de son prix. Mais au lieu de parler de ses travaux révolutionnaires sur les réseaux de neurones artificiels, il a consacré l'intégralité de son discours à nous alerter sur les dangers de l'intelligence artificielle. Ce même Geoffrey Hinton est la personne qui, l'année dernière, a démissionné de son poste chez Google pour pouvoir s'exprimer librement sur les risques posés par l'intelligence artificielle. Alors, il n'est pas seul, au contraire. L'année dernière, des centaines d'experts mondialement reconnus en intelligence artificielle ont signé une déclaration qui affirme que l'intelligence artificielle représente un risque existentiel pour l'humanité, au même titre que les pandémies et les guerres nucléaires. Alors, ça paraît inquiétant, et du coup, les questions auxquelles je vais essayer de répondre pendant cette présentation, ce seront les suivantes. Pourquoi autant d'experts en IA, dont moi-même, sont en état d'alerte? Quels sont les dangers concrets qui nous préoccupent? Et surtout, pourquoi est-ce qu'on considère que c'est une urgence, que c'est quelque chose dont il faut s'occuper maintenant et ne pas attendre? Et tout d'abord, qui suis-je? Donc, moi, je m'appelle Maxime Fourne. J'ai travaillé en intelligence artificielle pendant un peu plus de 10 ans. J'ai fait des études d'ingénieur en France. Ensuite, j'ai poursuivi avec un master en mathématiques à l'université de Cambridge. Et j'ai travaillé pendant plusieurs années en machine learning avant de me spécialiser en réseau de neurones artificiels profonds à partir de 2015, ce qui est la technologie qui est actuellement derrière toutes les IA dont on entend parler comme ChatGPT, etc. Et plus récemment, j'ai dirigé une équipe de chercheurs et d'ingénieurs chez Two Sigma, une entreprise américaine qui était à la pointe de la recherche en IA dans la finance. Et là-bas, on développait un système qui était capable de comprendre des documents papier comme un humain. Donc ça, c'était jusqu'en 2022. Et en 2022, j'ai pris la décision de tout quitter. Entre autres parce que j'ai perçu un tournant majeur dans le domaine de l'IA, une accélération du progrès qui m'a fait commencer à me questionner. J'ai décidé de prendre un temps, une année sabbatique pour réfléchir à tout ça, travailler sur mes propres projets. Et j'en suis arrivé à la conclusion qu'il y avait des dangers. C'est pour ça que j'ai fondé Posia. Je vais vous présenter tout ça. Mais donc, le plan global de cette présentation, ça va être celui-ci. D'abord, je vais vous présenter ce que c'est que l'intelligence artificielle. Ensuite, on va expliciter quels sont les dangers dont toutes ces personnes parlent en ce moment et qu'est-ce qu'on peut y faire, nous, en tant qu'individus. Donc, tout d'abord, première question, qu'est-ce que c'est que l'intelligence artificielle? Alors, l'IA, c'est un domaine de recherche qui existe depuis les années 50 environ. L'objectif, c'est de créer des machines intelligentes et l'objectif ultime, c'est de créer des machines qui seraient capables de rivaliser avec l'intelligence humaine, voire de la surpasser. Alors, l'intelligence, le problème, c'est que c'est un concept qui est assez difficile à définir. Il y a plusieurs définitions possibles. Il y en a une que j'aime beaucoup, qui décrit l'intelligence comme la capacité à accomplir un objectif, quel que soit l'objectif. Donc, dans cette optique, un système est considéré comme plus intelligent qu'un autre s'il peut accomplir plus d'objectifs et de manière plus efficace. Mais globalement, on peut utiliser un peu toutes les définitions d'intelligence qu'on veut. Le but de l'intelligence artificielle en tant que discipline scientifique, c'est de construire des machines qui vont être de plus en plus supérieures à l'homme éventuellement, quelle que soit la définition d'intelligence qu'on décide de prendre. Ça, c'est le but.
le Graal de la discipline, c'est ce qu'on appelle maintenant l'intelligence artificielle générale. C'est un système qui, quel que soit l'objectif qu'on lui donne, serait au moins aussi performant qu'un humain moyen pour l'accomplir. Donc, pour donner des exemples concrets, imaginez un système qui soit capable de faire votre comptabilité mieux qu'un humain moyen, qui soit capable d'écrire un roman, ou de conduire une voiture, ou de faire la vaisselle, ou de créer et gérer une entreprise, ou même de persuader quelqu'un. Donc, quelle que soit la tâche qu'on imagine, une intelligence artificielle générale, par définition, serait capable de la faire aussi bien que l'humain moyen. Donc ça, c'est vraiment le but de cette discipline, et ça n'existe pas encore, mais on est en train d'y travailler. En termes de progrès en intelligence artificielle, pour donner une espèce d'aperçu de l'histoire du domaine, jusqu'aux années 2010, on avait des progrès relativement lents. On se concentrait surtout sur la création de systèmes spécialisés basés sur ce qu'on appelle des algorithmes. Les algorithmes, c'est des séries d'instructions précises qu'on donne à une machine qui les exécute, et un humain peut lire ces instructions, les comprendre, et globalement, on a une forme de contrôle de cette manière. Mais à partir des années 2010, on assiste à une révolution, celle des réseaux de neurones artificiels profonds. On change complètement de paradigme. Alors, les réseaux de neurones artificiels, c'est une idée qui est ancienne. Elle date des années 70, mais elle a vraiment pris son essor que récemment. Le principe, c'est de créer un modèle simplifié du cerveau humain. Donc, dans notre cerveau, on a des milliards de neurones qui sont interconnectés et qui échangent des informations via des signaux électrochimiques. Donc, par exemple, là, quand je baisse mon doigt, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un signal électrique qui a parcouru mon bras. Ce signal, il vient de mon cerveau. Dans mon cerveau, il y a tous ces neurones qui sont connectés les uns aux autres, qui récupèrent l'information de mes capteurs, donc mes yeux, les oreilles, les sons, etc., qui prend en compte l'étape précédente de mon cerveau et qui transforme cette information jusqu'au dernier moment pour signifier à mon doigt qu'il doit baisser. Donc les réseaux de neurones artificiels, c'est une tentative pour reproduire ce fonctionnement biologique d'une manière simplifiée. Donc là, je vous ai mis le schéma à gauche d'un neurone biologique et à droite du modèle mathématique qui correspond, qu'on implémente ensuite dans une machine. Et pour vous donner juste une idée de l'échelle, le cerveau humain contient environ 86 milliards de neurones et plus de 100 000 milliards de connexions entre les neurones. Dans les années 70, quand on a inventé les réseaux de neurones artificiels, on avait du mal à faire tourner un réseau de 100 neurones artificiels. Donc, ça ne marchait pas. Alors qu'aujourd'hui, on commence à avoir des milliards de neurones dans les modèles les plus avancés. Voilà, l'image que j'ai mise, ça représente un réseau de neurones artificiels. Donc, c'est pour une tâche assez classique qui considérerait à classifier les images de chiens et de chats, par exemple. Donc, on donnerait au système une image de chien. Il faut que le système dise en sortie que c'est un chien. On donne une image de chat, il faut qu'il dise que c'est un chat. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on prend l'image, on la décompose en pixels, on fait rentrer ces pixels dans un réseau de neurones, et en sortie, il y a une seule sortie qui indique si c'est un chien ou un chat. Et on a inventé un algorithme tout simple pour que le système apprenne à partir de données qu'on lui présente. Donc, on va lui présenter des millions et des millions d'images de chiens et de chats. Au début, ce réseau de neurones artificiels est complètement aléatoire, c'est-à-dire que les connexions entre les neurones sont complètement aléatoires, et le résultat va être toujours faux. Mais on a un système qui permet de réorganiser toutes ces connexions automatiquement selon si le réseau se trompe ou s'il a raison. Quand le réseau se trompe, on va en gros pénaliser les connexions actuelles, et quand il a raison, on renforce les connexions actuelles. C'est une façon extrêmement simplifiée d'expliquer ça, mais ça donne un petit peu l'intuition. Donc à partir de 2010, on a la puissance de calcul suffisante pour commencer à utiliser des réseaux de neurones artificiels, et on commence vraiment à avoir des progrès.
On a des machines qui commencent à surpasser les humains dans des domaines spécifiques. Par exemple, le jeu de Go en 2016, qui a fait pas mal de bruit, parce que c'est un accomplissement que beaucoup de gens pensaient être totalement hors de portée des machines en raison de la créativité et de l'intuition qui est nécessaire pour jouer à ce jeu. À partir de 2020, on entre dans une espèce de phase d'emballement. Donc là, on commence à voir apparaître des IA qui sont capables de générer des images réalistes à partir de descriptions textuelles. On commence à voir des modèles de langage qui acquièrent des compétences en programmation, alors que ce n'était pas voulu. Et là, je vous ai mis une image. Donc, c'est un tableau qui illustre le progrès rapide sur toutes sortes de benchmarks. Des benchmarks, c'est des évaluations que l'on fait de ces modèles dans différents domaines pour essayer de quantifier les performances de ces intelligences artificielles. Donc là, chaque courbe correspond à un type de performance différente. Donc il y a de la reconnaissance d'images, il y a être capable de passer différents tests que des humains seraient capables de passer. Et la barre noire tout en haut, c'est le niveau humain. Et en fait, on constate que petit à petit, pour chacune de ces évaluations, les IA, au fil des années, s'améliorent jusqu'à dépasser le niveau humain. Et ce qui est intéressant, c'est qu'autour de 2020, on se rend compte qu'à chaque fois qu'on met en place un nouveau système d'évaluation, les IA arrivent au niveau humain de plus en plus rapidement. Et en fait, en ce moment, on a un problème, c'est qu'on n'arrive plus vraiment à mettre en place de nouveaux systèmes d'évaluation que les IA ne sont pas immédiatement en train de dépasser, quelques mois après qu'on les ait mis en place. Donc, c'est une bonne illustration de l'accélération du progrès qui se passe en ce moment en intelligence artificielle. En 2022, c'est l'arrivée de ChatGPT qui devient le logiciel le plus rapidement adopté de l'histoire humaine. Et c'est là que l'IA commence à devenir beaucoup plus grand public. Et c'est aussi à ce moment-là que j'ai commencé à m'interroger sur les implications et les dangers potentiels de ces avancées. Alors, ce qu'il faut surtout retenir de la technologie actuelle, c'est que ces systèmes sont fondamentalement différents des programmes informatiques traditionnels. On les appelle des boîtes noires. C'est-à-dire qu'on est en train de créer une sorte de cerveau artificiel géant, réseau de neurones artificiels, qu'on nourrit à partir de données et qui apprend de manière autonome. On a un algorithme pour le faire apprendre automatiquement. Mais on ne comprend pas ce qu'il a appris et on ne comprend pas comment il prend ses décisions. On n'a aussi pas de moyen de contrôler ces systèmes de manière fiable. Et cette opacité, c'est ce qui est au cœur des préoccupations que je vais maintenant aborder concernant les dangers potentiels de l'IA. Donc, voilà, maintenant qu'on a une idée de ce que c'est que l'IA et de l'évolution rapide qui a lieu en ce moment, on va parler des dangers. Alors pour cela, je vais commencer par présenter un domaine de recherche parallèle qui a émergé il y a une quinzaine d'années, qui s'appelle la sécurité de l'intelligence artificielle. Donc, c'est un champ de recherche qui s'intéresse à trois grandes questions. La première, c'est comment est-ce qu'on peut comprendre et contrôler des intelligences artificielles avancées. Alors, si vous vous demandez pourquoi on a besoin de comprendre et de contrôler des systèmes qu'on crée nous-mêmes, c'est à cause de ce que je viens d'expliquer dans le slide juste avant. Donc, comme je viens de le mentionner, ces systèmes d'IA modernes sont des boîtes noires. On donne des données, ce système apprend tout seul, il obtient des résultats, mais ce qui se passe à l'intérieur, on ne le comprend pas. C'est un petit peu comme le cerveau humain, c'est-à-dire qu'on sait ce qui se passe au niveau des neurones individuels, mais on ne comprend pas comment le système fonctionne dans son ensemble. Donc, un des points sur lesquels la sécurité de l'IA se penche, c'est comment est-ce qu'on pourrait arriver à comprendre et à contrôler ces réseaux de neurones artificiels. Ensuite, il y a la question de l'étude des risques liés à l'IA et comment est-ce qu'on pourrait atténuer ces risques. Et les conclusions de ce domaine de recherche, c'est qu'il y a beaucoup de dangers qui sont très graves et qui vont s'amplifier au fur et à mesure que ces technologies s'améliorent.
Donc, je vais pas pouvoir présenter tous les dangers parce qu'il y en a énormément, mais globalement, je vais les classifier en 3 catégories. Les dangers qui sont présents actuellement avec les technologies qui existent en ce moment, les dangers qui risquent d'apparaître dans le court terme, donc pensez à l'année prochaine ou dans 2 ans, et ceux qui pourraient arriver sur le moyen et long terme, sachant que le moyen et long terme en intelligence artificielle, ça peut être très rapide vu la rapidité des progrès actuels. Donc déjà, au niveau des dangers actuels, je pense que la plupart des gens ont entendu parler de deepfake. Donc les deepfakes, c'est des vidéos et des audios qui ont été générés automatiquement par des IA, qui sont maintenant de plus en plus réalistes et très difficiles à détecter, voire impossibles. C'est-à-dire que par exemple, depuis il y a quelque chose comme 2 mois, je pense que c'est devenu complètement impossible pour un humain de détecter une image générée par une IA versus une image réelle. Donc ces deepfakes sont déjà utilisés pour pas mal d'arnaques, faire du chantage, des escroqueries. Par exemple, on peut copier la voix d'un humain à partir de 10 secondes d'audio maintenant. Donc il y a déjà plein d'arnaqueurs qui sont en train d'utiliser ça pour prendre l'apparence de vos proches et vous arnaquer. C'est pour ça que j'ai mis un conseil très pratique en bas de ce slide. Je vous conseille vraiment de mettre en place des mots de passe vocaux avec vos proches pour savoir que vous êtes en train de leur parler au téléphone, par exemple. La technologie existe déjà pour reproduire à partir d'une photo de vos proches, créer une vidéo réaliste de cette personne qui parle avec leur voix, s'il y a accès à un enregistrement audio. Et si jamais il y a accès à un long enregistrement audio, c'est facile même de copier le style de parole de cette personne, etc. Donc, on peut s'attendre à de grosses arnaques. Ensuite, il y a le domaine des cyberattaques. Et l'intelligence artificielle est déjà utilisée pour amplifier ce problème. Donc, on a commencé à identifier de nouveaux vecteurs d'attaques qui utilisent l'intelligence artificielle. Et encore une fois, ces attaques dont je viens de parler, ces arnaques, peuvent commencer à être automatisées par des IA. Donc, on commence déjà à observer des acteurs malveillants qui mènent des attaques automatiques en prenant l'apparence de vos proches et en essayant de vous extorquer de l'argent comme ça. Ensuite, il y a un phénomène de détérioration de l'information. C'est-à-dire que les algorithmes de recommandation qui sont basés sur des IA créent des bulles, des chambres à écho qui renforcent la polarisation et qui rendent beaucoup plus difficile d'atteindre de l'information fiable. Et maintenant qu'on peut générer des images artificielles et des vidéos artificielles, ça devient de plus en plus difficile de discerner le vrai du faux. Ensuite, dans les dangers à court terme, donc qui pourraient se réaliser dans les 2 prochaines années, il y a quelque chose d'extrêmement préoccupant, c'est le potentiel de cyberattaques catastrophiques. Donc, très bientôt, les IA pourraient être capables de trouver des failles de sécurité plus vite que nous sommes capables de les corriger. Et c'est pas impossible que les prochaines générations d'intelligence artificielle soient surhumaines en piratage informatique. Si jamais c'est le cas, ça revient à créer une arme de destruction massive dans le domaine virtuel. Ensuite, il y a ce qui est remplacement du travail. Donc, à court terme, on parle plutôt d'un remplacement du travail de bureau. Et selon certaines études, jusqu'à 30% du travail humain pourrait être remplacé juste avec les modèles qui existent actuellement, une fois qu'ils seront implémentés dans le marché de l'emploi. Ça pourrait créer une grave crise économique si ça se passe très rapidement. Ensuite, il y a le problème des biorisques. Alors, le biorisque, c'est un grand sujet, mais ce qu'il faut savoir, c'est que pour créer un virus, donc un virus physique qui touche les humains, ce qu'il manque en ce moment, c'est pas les systèmes pour synthétiser le virus. C'est-à-dire qu'on a la technologie pour, à partir d'un code génétique, synthétiser de l'ADN, à partir d'ADN, synthétiser un virus potentiellement mortel pour l'humain. Ce qu'il manque, c'est l'intelligence pour concevoir des virus de plus en plus mortels, de plus en plus dangereux pour l'humain. Et c'est un domaine dans lequel les intelligences artificielles commencent à devenir excellentes. Ensuite, il y a le problème de désinformation à grande échelle. Donc, c'est encore une fois le problème que j'ai présenté avant, mais amplifié une fois qu'on arrive à automatiser la création de nouveaux comptes qui font semblant d'être humains sur des réseaux sociaux, de nouveaux médias
Il y a de plus en plus de fausses chaînes d'information qui commencent à apparaître, qui sont gérées entièrement par des intelligences artificielles. Et ensuite, il y a des dangers que j'appellerais à moyen terme. Ça pourrait être long terme, ça pourrait être moyen terme, on ne sait pas trop. Ça pourrait apparaître d'ici 3 ans ou peut-être dans 10 ans. Donc, il y a le remplacement de tout le travail humain, y compris le travail manuel. Donc, il faut savoir que c'est le but explicite des labos d'IA en ce moment, de créer des systèmes qui sont meilleurs que les humains dans toutes les tâches possibles. Et il y a aussi d'énormes progrès en robotique actuellement. On se rend compte qu'en intégrant des IA dans les robots, ils se mettent à fonctionner beaucoup mieux. Donc, il y a une grande question qui est, si on automatise tout le travail humain, comment ça se passe? Comment la société s'adapte? Est-ce que la société peut s'adapter? Est-ce qu'il n'y aurait pas beaucoup trop de pouvoir donné aux personnes qui contrôlent ces machines? Ensuite, il y a la question de la perte de contrôle. On est pour le moment en train de créer des systèmes de plus en plus avancés, et plus ces systèmes sont avancés, moins on est capable de les contrôler et moins on est capable de les comprendre. Si ces systèmes ont accès à Internet et peuvent se répliquer sur Internet, les conséquences pourraient être catastrophiques. Et enfin, il y a la question de la super-intelligence. Donc, c'est aussi le but explicite de tous ces labos d'IA, c'est de créer un système qui soit bien plus intelligent que l'humain, bien plus compétent que l'humain dans toutes les tâches imaginables. Le problème, c'est que pour le moment, on ne sait pas comment on ferait pour contrôler un tel système. Et ça pose vraiment des questions de risque existentiel pour l'humanité. Et tout ça, malheureusement, c'est pas de la science-fiction. Il y a des milliers d'experts, dont des prix Nobel, qui en ce moment sont en train de tirer la sonnette d'alarme et qui estiment que ces scénarios pourraient se produire d'ici 3 à 10 ans si on ne fait rien. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on peut agir. Peut-être qu'à ce moment-là, vous vous demandez si c'est vrai tout ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Et c'est là que je vais essayer de vous redonner un peu d'espoir. Donc, tout d'abord, je voudrais rappeler que ce problème, dans un sens, est plus gérable que d'autres défis mondiaux, comme le changement climatique. C'est-à-dire qu'il n'y a que quelques personnes sur cette planète qui sont en train de développer des intelligences artificielles avancées et de littéralement créer le problème. Si ces personnes s'arrêtaient, le problème serait résolu. C'est pour ça que je pense qu'une action ciblée peut avoir un impact énorme. Donc, c'est dans cet esprit que j'ai décidé de cofonder l'association POSIA. POSIA, c'est la branche française d'une organisation internationale appelée POSAI, qui a été fondée aux Pays-Bas l'année dernière. Et la mission est relativement simple sur papier. On demande un traité international pour mettre en pause le développement des intelligences artificielles les plus dangereuses, jusqu'à ce que nous ayons les moyens de les comprendre et de les contrôler, et jusqu'à ce que nous puissions démontrer que les risques que nous prenons sont acceptables, comme c'est le cas dans toutes les autres industries. Par exemple, en aviation, on ne construit pas des avions si on n'est pas capable de garantir qu'il y a moins de 0,0001% de chances que l'avion s'écrase. En IA, pour le moment, il n'y a aucune régulation. Aux États-Unis, il y a moins de régulation pour créer une intelligence artificielle que pour vendre un sandwich. Donc, ce traité international, on pense qu'il est réaliste. Les États-Unis et la Chine, qui sont les deux principaux acteurs dans le domaine de l'intelligence artificielle, sont en train de prendre de plus en plus conscience des dangers. Alors, qu'est-ce que chacun peut faire à son échelle? Donc, tout d'abord, la première chose à faire, c'est de s'informer. Donc là, j'ai fait une présentation extrêmement rapide, et si c'est la première fois que vous entendez parler de tout ça, j'imagine que vous devez être sceptique. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a plein de ressources pour ça. Et encore une fois, je vais vous le répéter, je pense que la solution passe par une sensibilisation à grande échelle. Je pense que si seulement 1% de la population mondiale était consciente de ce qui est en train de se passer en IA en ce moment, le problème serait résolu. Donc pour ça, je vous invite à visiter notre site web, à vous abonner à notre blog. On essaie de poster un article par semaine qui présente les avancées récentes en IA, ce qu'on peut faire, les dangers qui commencent à apparaître. On publie donc des articles toutes les semaines. On a aussi des chaînes sur tous les réseaux sociaux. On a une chaîne YouTube. Donc voilà, je dirais que s'informer, c'est la première chose à faire. Je conseille aussi aux gens d'aller voir le site web du Centre pour la sécurité de l'IA,
français qui ont aussi un site web excellent avec un beau panorama des risques. La deuxième chose à faire, c'est d'en parler autour de vous. Donc le problème actuellement, c'est qu'il y a beaucoup de personnes sur cette planète qui sont conscients qu'il se passe quelque chose en IA, mais c'est pas devenu socialement acceptable d'en parler. Et plus on commence à en parler, plus ça deviendra socialement acceptable. Donc voilà, n'hésitez pas à partager ces informations avec votre famille, vos amis, vos collègues. Plus on sera nombreux et conscients de ces enjeux, plus on aura de chances d'influencer sur les décisions politiques, tout ce qui va façonner l'avenir de l'IA. Ensuite, je vous propose de passer à l'action. Donc, il y a plusieurs façons de faire ça. La plus simple, c'est de nous rejoindre chez POSIA. Ça peut avoir un impact énorme. Pour le moment, on a seulement quelque chose comme 10 membres bénévoles actifs et quasiment aucun financement. Et on a déjà réussi en quelques mois à toucher des centaines de milliers de personnes avec des vidéos sur YouTube. On a organisé une conférence à Paris où on a eu juste comme une vingtaine d'experts en intelligence artificielle qui sont venus. On a rédigé un rapport qui a été co-signé par une vingtaine d'experts et d'associations. Donc, je pense que c'est assez facile d'imaginer ce qu'on pourrait faire si on avait 10 ou 30 nouvelles personnes qui rejoignaient notre association et qui venaient nous aider. Et ensuite, finalement, il y a quelque chose de tout simple, c'est faire un don. Chaque contribution compte. Pour le moment, on fonctionne sans financement. Donc, c'est encore un moment où chaque euro fait une énorme différence. Et voilà, je voudrais juste conclure avec une pensée. Je pense personnellement que l'intelligence artificielle pourrait être la meilleure ou la pire chose qui soit arrivée à l'humanité, mais que notre trajectoire actuelle n'est pas la bonne. Je pense qu'ensemble, on peut la corriger. Alors j'espère que je vous ai convaincu qu'on fait face à un problème extrêmement urgent. Et si c'est le cas, je voudrais juste vous demander, est-ce que vous êtes prêts à nous aider? Parce que l'avenir de l'humanité pourrait vraiment dépendre de notre action collective dans les 3 années à venir. Et je m'attends vraiment à ce que le monde change assez rapidement. Donc voilà, c'est ma conclusion.